Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Herman qui sera avec moi. C'est la première fois qu'il fait un webinaire avec Comet. Pour la petite anecdote, c'est Magali qui nous a mis en relation pour préparer ce webinaire sur la cybersécurité. Ce webinaire va parler principalement de la cybersécurité, des défis et des opportunités. Donc, ce webinaire sera divisé en deux parties. Donc, il y aura la première partie où Herman va nous parler de ses expériences, donc autant que freelance et notamment dans le domaine de la cybersécurité. Et pour la deuxième partie, ce sera une petite interview que je vais faire avec lui pour parler de l'enjeu actuel, de l'actualité de la cybersécurité, sur la géopolitique et aussi sur son métier assez atypique qui est hacker éthique. Voilà. Je laisse la main à Herman pour commencer ce webinaire. Bonjour, merci Amayas de m'avoir passé la parole. Donc, je suis Herman Nobi, je suis expert cybersécurité ou responsable de la sécurité et études de développement à BNP Paribas. Donc, concernant mes expériences, déjà j'ai plus de 7 ans d'expérience en cybersécurité. C'est un métier qui me passionne parfaitement. Donc, concernant l'une de mes expériences, l'un des sujets centraux sur lequel je vais faire part à la communauté aujourd'hui, c'est au niveau de la gestion des vulnérabilités. Donc, principalement, la gestion des vulnérabilités est un pilier de la cybersécurité organisationnelle. Quand on parle de pilier, on fait référence à toutes les stratégies de cybersécurité efficaces. Elles reposent sur un cycle continu d'identification, d'évaluation, de remédiation et de surveillance des failles de sécurité dans les systèmes, les applications et les infrastructures. Donc, ici, je vais parler des différentes étapes clés d'une gestion efficace des vulnérabilités. Ce sont des sujets que j'ai parfaitement eu à mettre en pratique au niveau de mes expériences professionnelles, que ce soit précédentes ou actuelles. La première des choses, on va parler plus de l'identification des vulnérabilités. C'est quoi l'identification des vulnérabilités? Cela implique l'utilisation d'outils comme des scanners de vulnérabilité, par exemple Nexus, Qualys ou OpenVAS pour repérer les failles potentielles dans les systèmes d'information. Donc, les audits réguliers, les tests d'intrusion et la veille sur les bases de données de vulnérabilité comme les CVE sont également essentiels. En deuxième étape, il y a ce qu'on appelle l'évaluation et la priorisation. En fait, quand on parle d'évaluation et de priorisation, on fait référence à toutes les vulnérabilités qui n'ont pas le même impact. Donc, il est donc crucial de les classer par ordre de priorité en fonction de leur criticité. Par exemple, le score CVSS, par exemple, ça c'est un exemple, ou de l'exposition des actifs concernés et de la probabilité d'exploitation. En troisième position, nous avons la remédiation et atténuation. Une fois les vulnérabilités prioritaires identifiées, il faut appliquer les correctifs qu'on appelle souvent les patchs ou mettre en place des solutions d'atténuation. Par exemple, isoler un système vulnérable peut limiter les risques d'exploitation en attendant la correction. En quatrième position, nous avons ce que, après la remédiation et atténuation, nous pouvons passer au suivi et amélioration continue. Ça, c'est un paysage des menaces évolue. En fait, ce paysage, c'est un paysage des menaces qui évolue constamment. Une gestion des vulnérabilités efficaces nécessite une surveillance continue et une adaptation des stratégies pour répondre aux menaces. C'est quoi l'enjeu majeur? L'enjeu majeur ici, on fait référence au délai dans le déploiement des correctifs. Beaucoup d'organisations rencontrent des difficultés, comme au niveau bancaire où je me trouve, rencontrent des difficultés pour appliquer rapidement des patchs à cause des contraintes opérationnelles ou d'incompatibilité logicielle. Ce qu'on a souvent, les cas qu'on rencontre souvent le plus logiquement possible. Nous avons aussi l'exploitation ou l'exposition des surfaces d'attaque avec l'adoption massive des technologies cloud, d'IoT et des environnements hybrides. Les points d'entrée potentiels pour les attaques se multiplient. Ça, c'est toujours les enjeux majeurs. Nous avons aussi l'automatisation. Face au volume croissant des vulnérabilités, il devient impératif d'automatiser les processus de détection et de remédiation. Donc, c'est quoi les perspectives après des enjeux majeurs? Il faudrait qu'on parle des perspectives. Lorsqu'on fait référence aux perspectives, c'est avec l'intensification des cyberattaques et des réglementations de plus en plus strictes. Par exemple, le RGPD, le NIS 2, les entreprises doivent placer la gestion des vulnérabilités au cœur de leurs priorités. Moi, en tant que responsable, c'est ce que je fais. Les technologies basées sur l'intelligence artificielle qui
envahit le monde, les machine learning joueront un rôle clé pour détecter les failles émergentes et prédire les schémas d'exploitation. Cependant, ces solutions doivent être accompagnées d'une culture de sécurité forte, impliquant tous les acteurs de l'organisation. Cette analyse pourrait servir de base aussi pour une conférence, une présentation ou un rapport. Si vous avez une thématique particulière, voilà, je pourrais vous présenter aussi, je pourrais développer davantage cela. Donc, pour continuer, je vais parler ici, je vais entamer la discussion sur les thématiques actuelles comme les investissements de la France dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle et son impact sur la cybersécurité, les tensions géopolitiques et leurs implications. Donc déjà, quand on parle d'investissement de la France dans la cybersécurité, moi je suis déjà un responsable en cybersécurité qui prend le temps de faire ce qu'on appelle la veille technologie, qui parle de veille technologie, fait référence à suivre beaucoup d'informations et d'actualités sur l'évolution des menaces et sur les financements que les pays occidentaux ou européens mettent en jeu pour pouvoir rendre plus mature la cybersécurité, pour pouvoir contrecarrer les différentes cyberattaques. Donc, la France a considérablement intensifié ses investissements dans la cybersécurité ces dernières années, notamment en réponse à l'augmentation des cyberattaques et à l'évolution du contexte géopolitique. Donc, avec des initiatives comme ce qu'on appelle le plan France Relance, qui alloue plusieurs centaines de millions d'euros à la sécurité numérique ou encore la stratégie nationale pour la cybersécurité dévoilée en 2021, le pays ambitionne de devenir un leader européen en la matière. Donc, les axes clés est le renforcement des infrastructures critiques, plus au niveau santé, énergie, transport, banque. Donc, qui sont des cibles prioritaires des cyberattaques? Par ailleurs, l'investissement dans la formation et le recrutement de talents est essentiel pour pallier la pénurie actuelle d'experts en cybersécurité en France. Donc, les écoles spécialisées et les programmes tels que Campus Cyber visent à répondre à ce défi en créant un écosystème propice à l'innovation et à la collaboration entre les acteurs publics et privés. Donc, cependant, malgré ces efforts, des défis subsistent. Le besoin de sensibiliser les PME, souvent moins bien équipées pour se protéger, et le retard pris dans certaines technologies émergentes comme l'IA ou la cybersécurité quantique. Donc, deux, je vais parler ici de l'intelligence artificielle et son impact au niveau de la cybersécurité. Donc, si je fais référence à ce thème-là, c'est que l'intelligence artificielle joue un double rôle dans le domaine de la cybersécurité, tant comme un outil de défense comme une arme pour les attaquants. Donc, nous, dans les groupes bancaires, on fait référence à tous ces différents enjeux. Donc, je vais parler ici de l'intelligence artificielle au niveau de l'impact positif. Donc, l'IA permet déjà d'automatiser la détection des menaces en analysant rapidement de vastes quantités de données issues de systèmes d'information. Par exemple, des algorithmes de machine learning peuvent identifier des comportements anormaux, donc signes d'attaque, avant qu'ils n'entraînent des dommages. Par exemple, comme je suis actuellement en train de faire un PhD en intelligence artificielle, c'est toujours pour augmenter mon background, c'est-à-dire améliorer mes compétences au niveau de l'IA parce que plusieurs attaques sophistiquées utilisent maintenant l'IA. Donc, si on n'a pas une culture assez avancée, on ne pourra pas ressortir des plans de remédiation assez propices pour pouvoir contrecarrer ces différentes attaques. Donc, les solutions basées sur l'IA permettent aussi de prédire les vulnérabilités exploitables, facilitant la priorisation des correctifs. Maintenant, c'est quoi l'impact négatif de l'IA? Ici, les attaquants exploitent également l'IA, notamment pour générer des attaques par phishing, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus sophistiquées, ou pour automatiser des campagnes d'attaques massives. Nous avons aussi la montée des deepfakes alimentées par l'IA générative pose une menace croissante pour la désinformation et l'usurpation d'identité, avec des implications majeures pour la sécurité numérique et la confiance des systèmes. Donc, un équilibre est nécessaire. Les investissements d'Allianz doivent s'accompagner d'une réglementation adaptée pour éviter les abus et les entreprises doivent intégrer ces outils dans des stratégies de défense globale et non pas en tant que solution isolée.
Donc, en trois, c'est quoi cette tension géopolitique et leur implication en cybersécurité? Donc, sur ce thème, le cyberespace est devenu un champ de bataille stratégique dans les tensions géopolitiques actuelles. Les cyberattaques sont désormais utilisées comme des outils d'influence, d'espionnage ou de sabotage. Par exemple, je vais prendre quelques exemples récents. Nous avons les tensions entre l'Occident et des puissances comme la Russie ou la Chine ont conduit à une intensification des attaques visant des infrastructures critiques ou des instituts gouvernementaux. Par exemple, nous avons les ransomware à motivation géopolitique, souvent associés à des groupes liés à des États, se multiplient. Nous avons aussi les campagnes de désinformation, notamment via les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, LinkedIn sont en outre une arme géopolitique influençant les opinions publiques et déstabilisant les démocraties. Donc, l'implication pour la France et l'Europe, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? La souveraineté numérique est au cœur des préoccupations. Donc, l'Europe et la France en particulier cherchent à réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies étrangères en investissant dans des solutions locales. Nous avons les clouds souverains, outils de cybersécurité européens. De plus, des alliances comme l'OTAN, des initiatives telles que la cyberdéfense Pledge renforcent la coopération internationale pour répondre aux cybermenaces transfrontalières. Donc, cependant, face à des adversaires disposant des ressources presque, je peux dire, illimitées, la question de la résilience reste cruciale. La France doit non seulement renforcer sa posture défensive, mais aussi développer des capacités de dissuasion crédibles, y compris des capacités offensives dans le cadre de sa stratégie cyber-militaire. Donc, voilà. Et concernant les thèmes sur lesquels, à quel point la cybersécurité est devenue un enjeu stratégique mélangeant technologie, économie et géopolitique, j'ai déjà parlé des investissements de la France dans la cybersécurité en un. J'ai eu à faire référence de l'intelligence artificielle et son impact sur la cybersécurité en deux. Et en trois, j'ai parlé des tensions géopolitiques et leur implication en cybersécurité. Donc, voilà un peu ce sur quoi je tenais à informer le public concernant mes expériences et mes veilles technologies et les informations d'actualité qui sont à jour actuellement. Et je vous remercie de m'avoir passé cette parole. Merci. Merci Herman pour cette belle expertise. On va passer du coup à la deuxième partie de ce webinaire qui sera donc une interview. Donc en fait, on a rédigé pas mal de questions à poser à Herman sur son parcours, sur le métier de freelance et aussi sur la cybersécurité avec les enjeux actuels, la géopolitique, les finances, etc. Donc on va commencer par la première question. Donc la première question, c'est hacker éthique. Ça veut dire quoi concrètement? Si par exemple tu as un exemple de mission en freelance et à quoi en fait ressemble le quotidien d'un freelance et d'un hacker éthique? Merci à Mayas. Donc, dirons que déjà, il faut déjà connaître ce que c'est qu'un hacker éthique. C'est quoi sa définition et son rôle? Un hacker éthique, c'est souvent aussi appelé des pentesters, qu'on les appelle les testeurs d'intrusion. C'est un expert en cybersécurité qui utilise ses compétences pour tester la sécurité des systèmes d'information, des applications web, des réseaux. Donc, contrairement aux hackers malveillants Black Hat, il s'agit de manière légale avec l'autorisation de l'entreprise ou de l'organisation qui l'engage. Donc, c'est quoi nos objectifs pour un hacker éthique? Est d'identifier les failles de sécurité avant qu'un attaquant ne puisse les exploiter en simulant des attaques, des cyberattaques réelles. Par exemple, lorsqu'on fait des sensibilisations des utilisateurs, on fait des simulations d'attaques. Donc, d'un point A à un point B, on montre aux différents utilisateurs comment est-ce que si un attaquant extérieur parvient à atteindre un actif, quels sont les enjeux encourus. Donc, exemple de mission freelance pour un hacker éthique. Donc, moi, en tant que hacker, parce que je suis un hacker éthique, un pentester, donc mes missions précédentes, c'était pour des tests d'intrusion. Le contexte, c'était pouvoir une startup en fait spécialisée dans le paiement en ligne veut s'assurer, par exemple, une mission que je vais faire, que son API et ses applications mobiles sont sécurisées avant leur mise en production.
C'est quoi l'objectif? Identifier les failles potentielles. Par exemple, injection SQL, le cross-site scripting ou les vulnérabilités sur les authentifications ou les fuites de données. Donc, la première tâche que nous avons en tant qu'hacker éthique, c'est de pouvoir réaliser un audit de sécurité sur les applications web et mobiles. La deuxième tâche, c'est de lancer des tests d'intrusion, que ce soit automatisé ou manuel. La troisième, c'est de pouvoir documenter ces vulnérabilités et évaluer leur criticité. Et la quatrième, c'est rédiger un rapport détaillé avec des recommandations et correctifs. Par la suite, en dernier, accompagner l'équipe technique dans la remédiation. Cela prend souvent, par exemple, 2 à 4 semaines. Donc, voilà un peu. Et le quotidien, par exemple, d'un hacker éthique en freelance toujours, c'est que le quotidien, varie selon des missions. Je peux dire ça varie selon des missions. Et moi, me concernant, par exemple, cela peut ressembler à des veilles et formations continues. Déjà, il y a des lectures de publications spécialisées qu'on appelle les CVE, les exploits, les failles 0D. C'est très important pour un hacker éthique de pouvoir faire la veille technologique, de pouvoir être très cultivé sur l'évolution des menaces, d'avoir des informations, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des différentes zones dans le monde. Oui, aussi la participation à des forums qu'on appelle par exemple le Book Bounty, il y a les Discord, il y a les Reddit, donc, il y a plusieurs forums, c'est important de participer à ces forums. Il y a aussi les tests de nouvelles techniques sur les labos privés, qu'on appelle souvent le Trick Hack Me ou bien le Hack the Box. Ce sont des environnements où on peut tester, on peut faire des simulations d'attaque. Nous avons en deuxième la réalisation des tests d'intrusion. Ça, c'est toujours le quotidien d'un hacker éthique freelance. Donc, il réalise des tests d'intrusion, c'est-à-dire il analyse les systèmes des clients, il exploite les vulnérabilités, il utilise des outils comme MetaExploit, Nmap, Washa ou Burk. Il y a plusieurs outils pour pouvoir faire ces tests d'intrusion. Maintenant, il y a la rédaction des rapports et recommandations à l'intérieur. Il explique les vulnérabilités trouvées, il propose des correctifs et il présente des résultats aux clients. En quatrième, il y a la participation à des bons bounty, ce qu'on appelle les recherches des failles sur des plateformes comme le HackerOne ou le Yes3Hack. Ce sont des plateformes où tu peux faire des recherches de vulnérabilité. Aussi, il y a la possibilité de gagner des primes en trouvant des vulnérabilités inédites. Donc, voilà. Et en cinquième, nous avons aussi la gestion de l'activité en freelance, c'est-à-dire il faut aussi faire des prospections de nouveaux clients, faire des gestions administratives et contractuelles, faire aussi du networking avec d'autres experts en cybersécurité. Donc, comment je peux dire de façon générale, un hacker éthique freelance, c'est avoir un quotidien technique stimulant et je peux dire perpétuel et en perpétuelle évolution. Donc, c'est aussi un métier qui demande une veille constante, comme je l'ai dit tout à l'heure, et une grande rigueur et une éthique irréprochable. Merci. Merci beaucoup, Herman. Ouais. Est-ce qu'il existe des certifications ou des formations pour devenir hacker éthique aujourd'hui en France? Oui, il existe plusieurs certifications et des formations pour devenir hacker éthique. Ils sont essentiels pour prouver son expertise et sa légitimité, que ce soit en tant que freelance ou pour intégrer une entreprise de cybersécurité. Les certifications reconnues à Hacking Ethic, nous avons ce qu'on appelle l'OSCP, Offense Security Certified Professional, la plus technique et respectée. C'est l'organisme en charge de cela, c'est ce qu'on appelle l'Offensive Security. Donc, le contenu de cette certification, c'est les tests d'intrusion avancés, qui sont l'exploitation des vulnérabilités, l'élévation de privilèges, et aussi l'accès à un labo en ligne pour s'entraîner en conditions réelles. Nous avons un examen, autant pour moi, un examen de 24 heures où il faut pénétrer plusieurs systèmes et rédiger un rapport. Idéal pour ceux qui veulent un niveau technique solide en pet testing. Nous avons aussi un CEH qu'on appelle le Certified Ethical Hacking, la plus populaire. Donc, l'organisme en charge, c'est ici Concil. Donc, le contenu, c'est les concepts généraux du hacking éthique, comme le footprinting, l'exploitation, la sécurité réseau. Nous avons aussi beaucoup de théories, moins de pratiques que l'OSCP. Nous avons aussi un examen sous forme de QCM, idéal pour ceux qui débutent et veulent une certification reconnue mondialement. Donc, comme je l'ai dit, les plus avancés, aussi les certifications les plus avancées, l'OSCE, l'OCEP, OSWE pour les hackers avancés. Donc, voilà aussi, il y a ce qu'on appelle aussi le GIAC, donc, qui sont aussi des certifications alternatives. Donc, il y a aussi le CompTIA Pentest Plus,
Donc, voilà un peu. Donc, voilà un peu ce dont je peux parler concernant cela. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont matures sur le sujet pour recruter des freelances en tant qu'hacker éthique et quels conseils donnerais-tu à des freelances pour faire la différence et décrocher des missions? Déjà, si j'ai bien compris la question, c'est à quel point les entreprises sont matures sur le sujet pour recruter les hackers éthiques freelance, c'est ça? C'est ça, ouais. Et quels conseils donnerais-tu à des freelances pour faire la différence et décrocher les missions? Déjà, la première des choses, la maturité des entreprises sur le recrutement des hackers éthiques freelance, c'est un sujet assez varié. Déjà, tout dépend du secteur, de la taille. Quand on parle du secteur, les entreprises dans les finances, la santé, l'énergie ou la tech sont souvent plus avancées et conscientes des enjeux de cybersécurité. Elles font appel à des freelances pour des tests d'intrusion réguliers et des audits de sécurité. Nous avons la taille des entreprises. Des grands groupes bancaires, assurances, opérateurs télécoms ont déjà des équipes cyber internes, mais sous-traitent souvent des missions spécifiques à des freelances ou des cabinets spécialisés. Donc, les PME et les startups sont moins structurés et ont tendance à réagir après une attaque plutôt qu'en prévention. Dans le niveau de maturité en cybersécurité, ici, je pourrais dire certaines entreprises pensent encore que leurs antivirus suffit, alors que d'autres intègrent des tests d'intrusion dans leur audit annuel de sécurité. Donc, je pourrais dire la tendance, c'est que avec la montée des cyberattaques, le marché du hacking éthique est en pleine croissance. De plus en plus d'entreprises cherchent des experts. Mais le défi pour un freelance est de se différencier et de prouver sa crédibilité. Donc, en deux, c'est comment faire la différence et décrocher des missions en tant que freelance. Déjà, il faut avoir des preuves de compétences. Par exemple, des certifications, des portfolios ou des bulk boutiques, donc des certifications reconnues, comme je l'ai mentionné plus haut, l'OSCP, CEH, GPN, pour rassurer les clients. Donc déjà aussi, il faut avoir des portfolios techniques, c'est-à-dire publier des rapports anonymisés des tests d'intrusion avec l'accord des entreprises. Participer par exemple à des bug bounty, un bon moyen aussi de montrer des réalisations concrètes comme le Hack1 ou le Yes We Hack. En deux, nous avons construit une présence et un réseau. LinkedIn, c'est bien de partager des articles, de faire des analyses de failles, des retours d'expérience, de faire des meet-ups, des conférences, participer à des événements pour échanger avec des entreprises et d'autres experts. Donc, et en trois, je peux aussi donner comme conseil, c'est adopter un positionnement clair, c'est-à-dire plutôt pentesting web, c'est-à-dire application API ou test d'intrusion réseau. Donc, c'est je peux dire proposer des prestations spécifiques. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une compétence particulière. Parce qu'un pentester ne peut pas être bon sur tout. Non. Quand tu as peut-être tu es un pentester, tu es bon sur l'application web, tu es plus reconnu, on dit non, Herman, il est bon en pentesting web. Par exemple, il y a des gars qui ont des compétences, des prestations spécifiques comme le Red Team ou les audits SOC ou les tests de phishing. Donc, avoir une offre claire et adaptée aux besoins des entreprises. Par exemple, les audits express pour les PME, les tests d'intrusion complètes pour des grandes entreprises. Il y a aussi une façon aussi en quatrième, c'est bien de rassurer les clients avec un cadre légal et un process structuré. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est toujours proposer un contrat clair avec un périmètre défini, le scope, la méthodologie, les livrables. Travailler avec des standards comme le WASP, le MITRE ATT&CK et les ISO 27001, ça ce sont des exemples. Et ici, éduquer les clients sur l'intérêt du hacking éthique en expliquant les risques concrets et comment un pentest leur évite des attaques coûteuses. Enfin, trouver des missions. Donc, il y a des plateformes spécialisées en cybersécurité. Il y a des plateformes souvent freelance classiques, Malt, Upwork, freelance.com. Ça permet aussi de trouver des missions. Il y a aussi approcher directement des entreprises, contacter les RSSI, les DSI ou les CTO des startups ou des grandes entreprises qui ne sont pas forcément équipées. Donc, nous avons aussi proposé des audits gratuits ou un premier diagnostic pour établir une relation. Donc, de façon générale,
les entreprises deviennent de plus en plus conscientes de l'importance de la cybersécurité, mais il faut encore leur démontrer la valeur d'un hacker éthique freelance. Donc, voilà un peu. Merci. Merci beaucoup. Dernière question, donc sur les questions te concernant. Peux-tu nous raconter comment tu es arrivé dans la cybersécurité? Déjà, dans la cybersécurité, comment j'ai fait pour arriver? Étant tout petit, j'avais souvent une série que j'aimais très bien voir, qu'on appelle Jack Bauer, si vous l'avez connu. Jack Bauer, c'est 24 chrono. C'est une série qui démontrait beaucoup de talent au niveau numérique. Donc, lorsque j'ai eu mon bac, j'ai passé mon bac et j'ai demandé à mon père, j'aimerais faire dans l'informatique. Il m'a dit pourquoi? Il dit non, je suis passionné par le numérique. Il m'a dit ok, je vais t'inscrire dans une école d'ingénieur en informatique. D'où j'ai commencé à développer une certaine addiction au niveau informatique, comme je peux dire. Et avec cela, avec des informations de la culture, j'ai commencé à m'orienter au niveau de la cybersécurité ou au point où, quand j'ai terminé, j'ai obtenu mon diplôme en cybersécurité. Avec cette veille technologique, cette culture, j'ai compris que ça, c'est une porte d'ouverture à, au, à la connaissance déjà, à la reconnaissance aussi, parce que tu protèges ces données. Donc, raison pour laquelle j'ai développé une certaine appétence au niveau de la cybersécurité et j'ai continué dans ce sens jusqu'à aujourd'hui. Et malgré cela, je continue même à faire un PhD en intelligence artificielle parce que vu que je suis passionné par ce métier, je me rends compte que l'IA est en train d'impacter parce que j'ai toujours cette bienveillance de pouvoir veiller, de faire une veille technologie, de pouvoir cultiver, de pouvoir me différencier des autres. Donc, raison pour laquelle, voilà un peu comment j'ai développé mon appétence, mon addiction à la cybersécurité. Voilà un peu. Merci beaucoup, Herman. Avec, du coup, avec l'actualité mondiale, les cyberattaques explosent. Les grandes entreprises sont des cibles de choix pour les cybercriminels. Donc, quels sont les plus gros défis, qu'elles doivent relever aujourd'hui? Pardon. Donc, les grandes entreprises font face à une explosion des cyberattaques. Donc, amplifiées par des tensions géopolitiques, l'essor des ransomware et l'évolution des techniques offensives, qui sont les IA, deepfake, supply chain attack. Je vais citer quelques gros défis qu'elles doivent relever aujourd'hui. Déjà, en premier lieu, faire face à la montée des ransomware et des attaques ciblées. Les ransomware sont plus sophistiqués et plus destructeurs, avec des groupes comme Lockbit, Black Cat, qui ciblent directement les grandes entreprises. Nous avons aussi les doubles extorsions. Donc, les attaques ne se contentent plus de chiffrer les données, ils les volent et menacent de les divulguer pour faire pression. Exemple récent, nous avons les attaques sur des hôpitaux, des infrastructures critiques et des multinationales. Donc Airbus, Casino en France, MGM Resort. Donc les défis. Comment est-ce que nous pourrions renforcer cela? Donc c'est quoi le défi? Renforcer la résilience face au ransomware. Mettre en place des sauvegardes inaltérables, c'est-à-dire immuables comme backup. Mieux segmenter les réseaux pour limiter la propagation des attaques. Simuler des attaques qu'on appelle les red teaming, pour tester les défenses et les plans de réponse. Ça, c'est un. En deux, nous avons sécurisé les chaînes d'approvisionnement qu'on appelle le supply chain attack. Les attaques passent par les fournisseurs ou prestataires pour infiltrer une entreprise cible. Par exemple, les attaques SolarWinds. Nous avons aussi des logiciels tiers ou des services cloud compromis pour exposer des milliers d'entreprises en cascade, dont les attaques sur des failles 0D des fournisseurs explosent. Donc, comme défi par la suite, nous avons sécurisé les partenaires et les prestataires, donc c'est-à-dire exiger des audits de cybersécurité aux fournisseurs, mettre en place des politiques zéro trust pour limiter les accès aux services tiers et nous avons aussi suivi les composants logiciels pour détecter les vulnérabilités. Donc ça, c'était en deux. En trois, faire face aux attaques d'ingénierie sociale boostées par l'IA.
comme j'ai bien parlé de l'IA ci-dessus. Donc, il y a les deepfakes, autant pour moi. Nous avons les voice cloning, nous avons les phishing ultra ciblés. Donc, l'IA permet aux cybercriminels de créer des attaques hyper réalistes. Nous avons les escroqueries par deepfake vocal. Faux PDG demandant un virement explose. Ça explose déjà depuis un certain temps. Il y a aussi les phishing sur mesure, les spear phishing, qui sont de plus en plus crédibles grâce à l'IA. C'est quoi le défi? Sensibiliser et renforcer l'authentification. Former les employés avec des simulations de phishing avancées. Nous avons aussi les multi-factor authentification qu'on appelle les MFA qui sont obligatoires, qui doivent être obligatoires avec du biométrique ou des clés pour éviter le contournement par deepfake. Nous avons aussi développé des solutions d'IA défensives pour détecter les tentatives de fraude d'IA. Donc, en quatrième, nous avons aussi généré l'exposition des données sensibles et le shutdown AGI. Donc, beaucoup de fuites de données viennent d'erreurs internes. Mauvaise configuration cloud, stockage non sécurisé, fuite via un employé. Nous avons aussi le shutdown IT, qui, en termes, fait parler de l'utilisation non contrôlée de logiciels ou de services cloud. Créer des portes d'entrée invisibles pour la DSI. Exemple récent, nous avons l'exposition de données sensibles sur des bouquets, par exemple Amazon S3 mal configuré. Ça, c'est une exposition sensible de données qui a été déclarée récemment. C'est quoi le défi? Cartographier et protéger les données sensibles, c'est-à-dire automatiser la détection des données exposées dans le dark web, mieux contrôler les accès et limiter les privilèges avec les politiques zéro trust. Mettre en place aussi des DLP qu'on appelle le Data Loss Prevention pour surveiller et bloquer les fuites de données. Donc, ça, c'était en 4. En 5e position, nous avons assuré la souveraineté et la conformité réglementaire qui est très important. Avec le contexte géopolitique, les entreprises doivent s'adapter à des réglementations complexes. Le NIS, au niveau de l'Union européenne, qui permet de sécuriser qui permet une sécurité renforcée pour des infrastructures critiques. Nous avons aussi la loi DORA pour la cybersécurité dans les secteurs financiers comme les banques, où je suis. Nous avons aussi les RGPD pour la gestion des données et risques liés au cloud. Donc, c'est quoi le défi? C'est anticiper les nouvelles régulations et garantir la conformité. Par exemple, déployer des solutions souveraines quand possible. Par exemple, OVH Cloud ou Thales ou Atos. Nous avons aussi audité en continu la conformité pour éviter des amendes et blocages réglementaires. Nous avons aussi renforcé les SOC, qu'on appelle le Security Operation Center, pour répondre aux exigences cybersécurité. Voilà un peu quelques défis, quoi. Merci. Merci. On entend souvent parler de la pénurie de talents en cybersécurité. Pourquoi manque-t-on autant d'experts selon toi et comment attirer plus de monde vers ce métier? Très bonne question. Donc, déjà, pourquoi manque-t-on autant d'experts en cybersécurité? Déjà, la pénurie des talents en cybersécurité est un problème mondial. Selon plusieurs études, que ce soit à l'ANSSI, cybersécurité, il manque environ plus de 3,5 millions de professionnels dans le monde. C'est quoi les raisons principales? Une demande qui explose. C'est-à-dire, avec l'augmentation des cyberattaques, que ce soit ransomware, espionnage, IA malveillante, toutes les entreprises cherchent des experts en cybersécurité. Des secteurs critiques comme les banques, les assurances, la santé, l'industrie sont devenus des cibles prioritaires, renforçant encore la demande. Donc, un métier technique et exigeant, c'est-à-dire la cybersécurité nécessite des compétences pointues en réseau, développement, pentesting, forensique, threat intelligence. Donc, il faut une veille constante car les menaces évoluent sans arrêt. Du coup, nous avons beaucoup de juniors sont intimidés dans la complexité du domaine et pensent qu'il faut être un hacker génial pour réussir. Donc, en 3, il y a un manque de formation adaptée. Peu d'écoles forment directement à la cybersécurité et les cursus traditionnels en informatique ne suffisent pas. Les certifications sont chères et complexes à obtenir. Par exemple, l'OSCP, le CEH, le CISSP. Il manque aussi des formations plus accessibles et plus pratiques
pour former rapidement des experts. Ça, c'est en 3. En 4, nous avons un recrutement trop exigeant. Beaucoup d'entreprises veulent des profils ultra expérimentés, même pour des postes juniors. On envoie des postes sur LinkedIn, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Freework. Les critères de recrutement sont parfois irréalistes, c'est-à-dire, par exemple, 5 ans d'expérience, OSCP, maîtrise de 10 outils, connaissance de 3 langages de programmation. Résultat, des talents motivés sont découragés et se tournent vers d'autres domaines IT. En 5e, nous avons le manque de diversité. Donc, quand je parle de manque de diversité, je fais référence à la cybersécurité qui souffre d'un manque de diversité, c'est-à-dire que ce soit au niveau du sexe, du parcours, du profil atypique. Donc, les entreprises ne recrutent souvent que des ingénieurs informatiques, alors que des personnes venant d'autres horizons comme les droits, gestion des risques, autodidactes, pourraient être formées et apporter une vraie valeur. Donc, la question maintenant, c'est comment attirer plus de monde vers ce métier? Rendre la cybersécurité plus accessible, c'est-à-dire former dès le lycée et l'université, introduire des cours de cybersécurité dans des cursus IT, créer des bootcamps intensifs pour permettre une reconversion rapide, favoriser les formations en ligne pour donner une alternative au parcours classique. Le recruter autrement, ça veut dire que le recrutement doit un peu changer, la politique de recrutement doit changer. On devrait arrêter de chercher des experts parfaits et privilégiés, des profils motivés, prêts à apprendre. Ouvrir les recrutements aux autodidactes et aux passionnés qui se forment par eux-mêmes. Encourager aussi les femmes ou les profils féminins à entrer dans le secteur. C'est très important aussi le profil féminin. Développer des passerelles avec d'autres métiers IT. Beaucoup d'administration système, des développeurs, des analystes pourraient évoluer vers des postes plus spécialisés en cyber avec une bonne formation interne, c'est-à-dire encourager la reconversion interne dans les entreprises. Et ici, il y a un intérêt aussi, un élément très prioritaire, promouvoir la cybersécurité comme un métier attractif, c'est-à-dire mettre en avant les salaires élevés ou les opportunités de carrière. Donc, on doit déconstruire le mythe du hacker solitaire, non? La cybersécurité, c'est aussi un travail d'équipe, de la stratégie et de la gestion des risques. Donc, voilà un peu. Merci. Merci beaucoup. L'IA en cybersécurité, c'est une révolution ou un nouveau terrain de jeu pour les hackers? Donc, très bonne question. L'IA en cybersécurité, déjà, une révolution, mais aussi une arme à double tranchant. Donc, l'intelligence artificielle transforme la cybersécurité à la fois du côté des défenseurs et des attaquants. C'est double tranchant. Donc, elle permet d'automatiser la détection des menaces, mais aussi de créer des attaques plus sophistiquées. Donc, révolution pour la défense. Oui, l'IA aide à détecter et neutraliser les cyberattaques plus rapidement. Nouveau terrain de jeu pour les hackers? Dans ce cas, absolument oui, car elle permet de créer des attaques ultra ciblées et d'automatiser des actions malveillantes. Comment l'IA révolutionne la cybersécurité? Déjà, comme je l'ai dit, au niveau de la révolution en cybersécurité, il y a la détection en réponse plus rapide aux cyberattaques, par exemple les SIEM qu'on appelle Security Information and Event Management et le SOC qu'on appelle Security Operation Center, utilise l'IA pour analyser des milliards de logs et repérer des comportements suspects en temps réel. Par exemple, Darktrace, Microsoft Defender, CopScript, utilisant l'IA pour détecter des attaques avant qu'elles ne causent des dégâts. Nous avons aussi une automatisation des tâches répétitives. L'IA peut bloquer des attaques en quelques millisecondes et déclencher automatiquement des réponses adaptées. Exemple, si un SI détecte une anomalie sur un compte utilisateur, par exemple, l'IA bloque l'accès et demande une authentification supplémentaire avant toute action. Ça, c'est un avantage. Les détections aussi d'anomalies et des menaces 0D, dont l'IA analyse aussi des comportements des utilisateurs et des machines pour détecter des activités inhabituelles, même si elles n'existent pas encore dans les bases de signature. Nous avons aussi l'amélioration du phishing et des campagnes de sensibilisation, dont l'IA
peut simuler des attaques pour entraîner les employés à mieux repérer les tentatives de phishing et à améliorer leur vigilance. C'est très important. Donc, l'IA, en deux, on se dit l'IA comme nouvelle arme pour les hackers. Oui, des attaques plus rapides et sophistiquées. Par exemple, l'IA permet d'automatiser le piratage des mots de passe, de générer des malwares polyphores qui changent de signature en permanence, donc c'est dynamique, et s'adapte aux défenses en temps réel. Nous avons aussi des deepfakes et de l'ingénierie sociale avancée, dont l'IA crée des vidéos et des deepfakes vocaux hyper réalistes, rendant les arnaques au PDG et fraude plus crédibles que jamais. Par exemple, nous avons un deepfake vocal imitant un PDG a permis à des cybercriminels de voler 35 millions de dollars en 2020. Ça s'est passé aux États-Unis. Nous avons aussi des attaques automatisées à grande échelle. Donc, l'IA aussi permet de créer des attaques phishing ultra ciblées générées automatiquement en analysant les profils des victimes, exemple via les réseaux sociaux. Nous avons aussi des malwares plus intelligents et difficiles à détecter. Ça, c'est ce qu'on appelle ces informations que je laisse, c'est toujours de la vieille technologie. C'est très important pour un attaquant ou un hacker éthique d'avoir ces informations. Donc, en trois, c'est quoi? L'IA, une course entre défenseurs et attaquants. Le problème, c'est quoi? Les entreprises et les cybercriminels utilisent tous les deux l'IA. Donc, le défi, c'est quoi? Développer des IA défensifs plus puissants et anticiper les nouvelles attaques basées sur l'IA. Comment renforcer la cybersécurité face aux attaques d'IA? L'utilisation de l'IA pour détecter les IA malveillants, exemple, analyse de comportement avancé, le renforcement de l'authentification, biométrie, MFA, voilà, il y a plusieurs exemples. Former les employés aux attaques d'IA qu'on appelle la sensibilisation des employés. Mettre en place une cybersurveillance proactive qu'on appelle le Threat Intelligence plus l'IA. Donc, voilà un peu de façon générale comment je pourrais répondre à ça. Merci beaucoup. À l'avenir, quelle place la cybersécurité va-t-elle prendre dans une entreprise? Déjà, comment je pourrais dire, la cybersécurité, comme je l'ai dit, c'est un pilier stratégique au cœur des entreprises. Avec l'explosion des cybermenaces et la transformation numérique, la cybersécurité va devenir un enjeu central et stratégique pour toutes les entreprises. Elle ne sera plus seulement une fonction IT, mais un élément clé de la gouvernance et de la résilience des organismes. Donc, en premier lieu, la cybersécurité, un enjeu business et non plus seulement technique. Aujourd'hui, une cyberattaque peut ruiner une entreprise. Perte financière, perte de réputation, sanctions légales et régulations. Donc, à l'avenir, la cybersécurité sera une priorité stratégique du comité de direction et non plus un simple sujet technique géré par le DSI. Pardon. En deux, nous avons un rôle élargi pour la cybersécurité dans les entreprises. Une cybersécurité intégrée dès la conception qu'on appelle security by design. Les entreprises ne feront plus de la cybersécurité un ajout après coup, mais une partie intégrante de la conception des produits, applications et infrastructures. C'est un peu l'un des éléments dans mon job description actuel. Nous avons aussi des équipes cybersécurité élargies et diversifiées. Il ne suffira plus d'avoir quelques analystes SOC. Toutes les équipes auront une responsabilité en cybersécurité, que ce soit au marketing, que ce soit au RH, que ce soit aux finances. Donc, nous avons aussi la cybersécurité proactive et prédictive. C'est très important. Nous avons aussi un impact direct sur la conformité et la réglementation. Donc, pour dire en général, le changement sera inévitable et irréversible. Donc, la cybersécurité deviendra un département clé au même niveau que la finance ou les ressources humaines. Et les PDG dirigeants devront comprendre les enjeux cyber aussi bien que les enjeux financiers. Donc, voilà un peu. Merci. Merci beaucoup. Si tu devais donner un top 3 des bonnes pratiques en cybersécurité, que ce soit pour une entreprise ou même à titre personnel, ça serait quoi ton top 3?
Top 3, top 3. Donc déjà, que ce soit pour une entreprise ou à titre personnel, la cybersécurité repose avant tout sur des pratiques simples mais essentielles. Donc moi, personnellement, ça c'est mon avis, les trois trios incontournables pour réduire drastiquement les risques cyberattaques. Nous avons l'authentification forte et la gestion des accès. Pourquoi? À titre personnel, utiliser un gestionnaire de mots de passe, activer l'authentification multifacteur partout où c'est possible, ne jamais réutiliser le même mot de passe sur plusieurs comptes. Ça, c'est à titre personnel. Peut-être aux entreprises, nous avons la mise en place d'un MFA obligatoire. Nous avons le principe du moindre privilège. Chaque employé ne doit avoir accès qu'aux données strictement nécessaires à son travail. Et nous avons aussi la désactivation immédiate des comptes des employés quittant l'entreprise. Ça, c'est pour le premier cas qui est l'authentification forte et la gestion des accès. En deuxième, nous avons la mise à jour et la surveillance des systèmes. Donc, pour les entreprises, une politique stricte de mise à jour des serveurs, logiciels et équipements est nécessaire. Un monitoring 24/7 des systèmes via des solutions CM/SOC pour détecter les comportements suspects, la gestion rigoureuse des correctifs qu'on appelle le patch management pour ne pas laisser des failles ouvertes trop longtemps. En 3, nous avons la sensibilisation et la vigilance contre l'ingénierie sociale. Donc, pour les entreprises, nous avons la formation régulière à la cybersécurité pour tous les employés. Par exemple, le test de phishing qui est le fait souvent régulièrement. Nous avons la simulation des attaques pour tester la vigilance des équipes. Nous avons aussi créé une culture de la cybersécurité où chaque employé sait qu'il peut signaler un email suspect sans crainte. Donc, voilà pour moi un trio personnel. Ça, c'est mon avis personnel. Merci beaucoup. On passe du coup à la dernière question. On pense souvent que la cybersécurité concerne surtout les grands groupes, mais qu'en est-il des petites structures et des startups et quels sont leurs principaux risques et comment peuvent-elles se protéger efficacement? Donc, les PME, les startups face aux cybermenaces, une cible plus vulnérable qu'on ne le pense. Contrairement, comment je peux dire, aux idées reçues, comment je pourrais dire ça, les PME et startups sont des cibles privilégiées des cyberattaques. Pourquoi? Elles ont souvent moins de moyens pour se protéger qu'un grand groupe. Elles sont aussi, elles sont des portes d'entrée vers des partenaires plus gros. Elles sont sous-estimées, comment je peux dire, sous-estimées, ou bien elles sous-estiment, voilà, elles sous-estiment souvent les risques, pensent qu'elles n'ont rien d'intéressant à voler, ce qui est très banal. Donc, les principaux risques pour les startups, nous avons les ransomware, les pertes de données, les phishing ou vols d'identifiants, les fuites de données clients, c'est-à-dire une faille expose des données sensibles, cartes bancaires, emails, dossiers médicaux. En deux, comment les startups et PME peuvent-elles se protéger efficacement? Donc, la première des choses, c'est mettre en place des bases solides dès le début. Les mots de passe robustes plus MFA obligatoire sur tous les comptes sensibles. Une sauvegarde automatique, que ce soit cloud ou offline. Une mise à jour des logiciels et systèmes sans attendre. Une limitation des accès. Chaque employé ne doit avoir accès qu'au strict nécessaire. Donc, il y a aussi automatiser la sécurité avec des outils accessibles. Par exemple, la gestion des accès, qu'on appelle par exemple Okta, Bitwarden, Google Workspace Security. Ça, c'est pour la gestion des accès. Nous avons la protection des postes comme Windows Defender, Sentinel-One et aussi la détection des menaces pour par exemple les SOC externalisés ou les XDR. Nous avons les pentests et audits de sécurité. Donc, en 3, nous avons sensibilisé tous les employés à la cybersécurité, formés régulièrement sur le phishing et les bonnes pratiques, mettre en place les simulations de phishing, créer une culture de cybersécurité. Chaque employé doit savoir qu'il est une cible potentielle. Donc, voilà. Donc, pour dire en conclusion, les PME et les startups sont des cibles faciles si ils ou elles ne prennent pas la cybersécurité au sérieux. Donc, voilà un peu. Merci.